Bonjour tout le monde, bienvenue au Festival Mode et Design. Très heureux que vous soyez ici ce matin et comme je disais précédemment, de découvrir cette galerie Never Apart. Thank you, Michael Venus, the director of the gallery. It's a great pleasure to be here. Great place. Et bienvenue, Claude Cormier. Je suis tellement heureux que vous ayez accepté l'invitation. Claude Cormier, architecte paysagiste, que l'on connaît bien pour beaucoup de projets. Et quand vous allez voir les photos, vous allez être surpris. Certains endroits qui sont d'une très grande variété, mais qui embellissent notre ville, qui embellissent aussi la ville de Toronto, beaucoup de lieux, et qui vient d'être nommé professeur émérite à l'Université de Birmingham, en Angleterre. Et ça, c'est une nouvelle très récente, ça vient d'arriver. Oui. Et ça a débuté l'année dernière, lorsque je suis allé donner une conférence. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Oui. Alors, j'avais été invité à donner une conférence là-bas. Mm-hmm. Ça fait 5 ans qu'ils voulaient. Et, oui. Dans les questions d'horaire, c'était difficile et je suis finalement allé. Et ils ont eu un coup de foudre énorme. Alors le doyen, un professeur m'ont réinvité et ils m'ont offert. Mais bravo. Effectivement, le poste de professeur émérite. C'est assez prestigieux, bravo. Mais il n'y a rien qui vous prédestinait à cette carrière incroyable parce que monsieur est originaire de Princeville. Oui. Et j'ai regardé le nombre d'habitants, 5693 habitants. Donc, c'est la région du centre du Québec, oui, où il y a un festival du cheval. Okay. Et c'est dans le comté de l'Érable. Oui. Il y a peut-être le bois où il y aurait des liens, mais sinon, c'est assez étonnant de découvrir. C'est le lieu d'invention de la poutine. Ah bon? Au restaurant La Petite Bâche. Ah bon? Ouais. Je pense qu'il y a une controverse parfois sur l'origine de la poutine. Exactement. Ah, d'accord. Princeville aime bien se donner le titre fondateur de la poutine. Donc, rien qui vous destine, qui te destine en fait à devenir un architecte paysagiste, sauf peut-être le fait d'être dans la nature. Mais quand on va voir ce que ça a donné, c'est souvent, parfois en tout cas, très loin de la nature. Exact. Donc, le petit garçon qui est dans la nature, autour de lui, j'imagine, et on va voir une première photo, la seule chose qu'il voit, c'est à peu près ça. C'est juste qu'effectivement, j'ai été à la campagne jusqu'à l'âge de 17 ans et on vivait sur une ferme laitière avec nos amis les vaches, que j'adore toujours. C'est bien. Et effectivement, c'était pour moi le travail de la ferme, c'était du travail, c'est une ressource, gagner notre vie avec ça. Oui, travail difficile. Rien de romantique. Donc faire le train très tôt, se lever. Les matins, les soirs, les fins de semaine, jamais de vacances, c'est un élément continu. Alors, c'est sûr que le travail, c'est la campagne, c'est l'agriculture. Travail très physique. Exactement. Pas du tout intellectuel. Pas du tout, mais c'est quand même, il y a une idée d'entreprise. Maintenant, aujourd'hui, les fermes, c'est des grandes entreprises. C'est c'est comme, c'est un travail. Oui, il y a un travail de gestion important. Gestion importante, et il y a une question aussi de technologie, d'avant-garde et tout ça. Et mon père était un avant-gardiste dans l'agriculture. Dans le sens, cette idée de savoir gérer ou d'innover. Exactement. Alors, si on fait juste peut-être marche arrière, lorsqu'on faisait les foins quand j'étais petit, et je me souviens très bien, on était sur la grande route, la 116, et il y avait, pendant qu'on faisait les foins, il y avait toujours ces roulottes-là qui passaient sur le chemin. Et pour moi, j'étais tellement frustré d'être à la campagne que je trouvais que ceux qui allaient, les gens de la ville, qui pouvaient voyager, et qui allaient ailleurs, l'idée du voyage, avait comme un bénéfice que moi, je n'avais pas à la campagne. Alors, pour moi, la roulotte, c'est comme un élément excessivement mythique et romantique, et qui fait que mon idée de nature, pour moi, c'est quelque chose qui est bien pragmatique. C'est un travail de ressources qu'on gagne sa vie. C'était l'idée de l'évasion, j'imagine aussi, d'aller ailleurs, de sortir de sa région. Exactement. Donc, pour moi, la roulotte, c'est l'élément d'ouverture sur le monde. Et c'est devenu comme un élément fétiche, et surtout celle-ci oui, dont le design est magnifique. Oui, qui déjà touche un élément d'élément particulier, de sensible, mais d'un bel objet sur vous qui permet d'amener ton bagage ailleurs. Puis un contexte familial qui ne destine pas non plus à aller ailleurs, et on va le voir avec un exemple du premier cadeau. Bien, exactement. Puis à l'âge de 16 ans, mon cadeau d'anniversaire, ça a été une scie mécanique. Oui. C'est quand même un peu... Oui, ça montre un peu la vision ou l'environnement familial. Exactement. Puis je pense que la scie mécanique est encore en moi, indirectement, parce que souvent, lorsque je regarde des paysages, des lieux, ces éléments-là, pour moi, j'aime... Plus que de construire, des fois, j'aime plutôt
faire du editing, ça s'appelle, de nettoyer les lieux pour être capable de révéler les choses souvent. Quelle a été ta réaction quand tu as vu ce cadeau? Est-ce que c'était... 16 ans, c'était normal, oui? À la campagne. OK. C'est une chose qui t'a plu, malgré mon tout? Mon frère, lui, reçoit des coffres d'outils. Alors, c'est tout un autre milieu. Et à 17 ans, le décès de mon père amène effectivement à ce qu'on décide de vendre la ferme. Et mon père m'avait dit, Claude, tu vas devenir agronome. Alors, comme bon garçon, il a suivi. Alors, j'ai fait mon cours d'agronomie à l'université. J'ai commencé à l'université de Laval pour poursuivre par la suite à l'université de Guelph en Ontario parce que mon rêve était d'inventer une fleur. Donc, ça me prédestinait à la génétique. Alors, je me rends, j'ai terminé mon cours en agronomie 4 ans plus tard pour réaliser que l'agriculture et moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Et je décide de m'inscrire à l'Université de Toronto en architecture de paysage. Et c'est là que j'arrive en ville et, wow, la découverte de tout un nouvel univers. Les clubs, les boîtes de nuit, oui. Et pourquoi l'Ontario en particulier? C'était vraiment l'idée d'aller très loin du Québec, de sortir... Je pense que j'avais besoin de sortir du Québec, de sortir de mes racines. De faire une cassure. Oui, et d'apprendre l'anglais dans cette idée d'aller à l'Université de Guelph, qui est une école réputée en génétique. Mais 4 ans plus tard, je me trouve au centre-ville de Toronto, à l'Université de Toronto, en architecture de paysage, tombe en amour avec la ville, tombe en amour avec l'idée de l'architecture, de la culture, et c'est tout un genre de... C'est une révélation à ce moment-là. Immense, immense. Et j'y travaille après mon cours, j'y travaille quelques années, reviens à Montréal et décide de poursuivre encore une fois par un accident. Je me retrouve à l'université, à Boston, à Harvard, une journée de pluie lorsqu'on était en vacances à Marblehead, et coup de foudre à l'université de Harvard, et je décide de poursuivre mon cours de paysage en histoire et théorie du design. Alors, je parle de l'agriculture, de la nature, le paysage, de l'architecture, et poursuis dans une grande université américaine. Et poursuivre pour une maîtrise. Donc, assez rare que des gens dans ton domaine mais c'était aillent vers Harvard. C'était un appel. Et l'idée de réfléchir sur le sujet aussi, j'imagine, de ne pas faire nécessairement un travail d'exécution, mais de réflexion à ce moment-là. Exactement. Puis je pense que ce que j'ai appris à l'université de Harvard, c'est que je me suis ramassé avec des étudiants un peu plus... J'avais 30 ans à l'époque, 32 ans. Et je me suis ramassé avec des étudiants de mon âge qui avaient tous soit des peines d'amour, mais ce fait qu'à un certain moment donné, c'est des gens qui se reprennent en main et disent « je vais faire mon rêve ». Et il y a tout un genre de collégialité qui se développe, et un genre de network d'amis. Et tu réalises que tes professeurs aussi ont tous leur bébite, mais ils ont quand même une conviction et une passion pour un élément qui est le design, qui est l'architecture, qui est le paysage, qui est le travail sur la ville, et qui prennent en compte qu'effectivement, ces gens-là travaillent avec leur peur et le transcendent et l'acceptent et font que ça fait partie de leur quotidien. Et c'est des gens hyper sympathiques. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont des égos immenses, mais aussi il y a des gens qui ont une sensibilité magnifique. Une période de découverte, mais une période heureuse aussi, parce que c'est l'accomplissement à travers ces études. Oui, et il y a de l'introspection à travers tout ça. Et pour essayer aussi du fait de retourner plus tard à l'université, ça te permet de faire un genre de bilan, où est-ce que tu es rendu, puis où est-ce que tu veux te diriger. Et je pense que ça a été... Retour après à Montréal, après ses études à Harvard, retour dans une ville. Et le premier projet est un très bon exemple qui réunit à la fois l'amour de la ville, le retour vers la nature d'une certaine façon, et toute l'accumulation de ces expériences de vie. Et c'est drôle parce que, juste pour raconter l'anecdote, le Business à Montréal est un club, une boîte de nuit très célèbre. Et moi, je débutais à Musique Plus à ce moment-là. Je fais un reportage sur l'endroit parce que tout le monde parlait de ces arbres installés dans ce club. Et l'ironie du sort, c'est que j'ai appris finalement beaucoup plus tard que c'était Claude Cormier, parce que moi, j'avais interviewé les propriétaires du bar qui se disaient très innovateurs d'avoir fait ce lieu. Le lieu, effectivement, où de donner la chance à un jeune de faire un projet. Puis il faut se remettre aussi dans le contexte des années 90, où est-ce que l'idée de l'intervention... Aujourd'hui, l'idée de l'intervention sur l'espace public est une chose acceptée. Oui. Mais il y a presque 25-30 ans,
c'était quand même un élément excessivement novateur. Oui. Et ça l'est encore. Quand on regarde aujourd'hui ce projet, il serait fait demain dans un club et ce serait l'endroit où tout le monde voudrait aller. Mais ça, c'est le début d'un travail indirectement sur la narration, sur le travail que je fais en paysage. Pour moi, l'idée de nature, c'est quelque chose qui m'ennuie totalement. Mais c'est une référence, c'est une ressource. Et dans ce cas-ci, c'est le petit gars qui a grandi à la campagne, dans une cabane à sucre, avec une chainsaw, mais qui se ramasse, qui est l'équivalent du Studio 54 à Montréal, des années 90, et amène avec lui un genre de bagage et de décontextualiser des choses pour lui donner un nouveau sens. Alors, avec des pitounes, sur la rue Saint-Laurent, puis de recréer cette forêt enchantée, où est-ce que, effectivement, puis dans cette narration, où est-ce qu'il y a un paquet de chaperons rouges, puis les méchants loups, c'est un genre de commentaire social sur les clubs. Et ce qui fait qu'effectivement, c'était de recréer cette forêt enchantée dans un lieu qui est complètement désenchanté, mais qui est aussi enchanté à sa manière. Donc, oui, parce que c'est un lieu où le béton était extrêmement présent. C'est un lieu qui était très froid, d'une certaine façon, et les arbres apportaient un contraste invraisemblable. Quand on rentrait, l'effet était assez magique aussi. Oui, qui fonctionne quand même assez... Donc, c'est une idée simple, mais qui est quand même... Donc, c'est le début, c'est un peu le début d'une certaine reconnaissance aussi. C'est-à-dire que le projet fait beaucoup parler. Donc, j'imagine que là, les gens commencent à te connaître un petit peu. Et à l'époque, je vivais à Toronto et je travaillais à Montréal. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Je vais à Montréal et je travaille à Toronto. Donc, c'est quand même, il y a des déplacements qui est très intéressant. Quelque chose qui... On va enchaîner... Oui. Parce que ça nous amène là, justement... Par la suite, ça nous amène à la forêt rose du Palais des Congrès, qui est 10 ans plus tard, où est-ce que c'est Lipstick Forest, une genre de suite de cette idée-là, mais traduite de manière différente. Et qui est devenu, je dirais, le projet iconique ou le projet sur lequel on vous a identifié d'une certaine façon dans notre esprit quand on pense au départ à Claude Cormier. C'est ça, c'est ce projet-là. Oui, effectivement, oui. Mais il a fallu se battre un peu pour le faire. Aussi, c'est un espace public qui est fait avec des fonds publics et on n'a pas le droit de dépenser des sommes de manière inutile et de manière futile, donc on est excessivement surveillé. Alors ça m'amène peut-être à un mantra où est-ce que artificial but not fake, parce que dans cette idée de nature, comme je disais, qui m'ennuie, lorsque j'ai fait mes études à Harvard, j'ai découvert... j'ai étudié beaucoup Olmsted, celui qui a dessiné Central Park à New York dans la 1874, et par la suite qui a fait le Mont-Royal, qui a fait un paquet de grands parcs urbains aux États-Unis. Et pour lui, il recréait une nature, une fausse nature, mais qui était entièrement artificielle. Et en même temps, j'étudiais avec une gourou à l'opposé, Martha Schwartz, qui est elle, qui travaille sur la culture des éléments totalement artificiel et qui le célèbre. Alors pour moi, de travailler Olmsted dans une fausse image de nature me permettait de dire, ce qu'on va le faire, on peut être artificiel, mais on va être authentique, mais on ne sera pas fake dans la manière de le représenter, ce qui fait que des centres d'achat, avec des ficus qui essayent d'être naturels, mais qui ne le pas, est pour moi une aberration extrême. Alors, au palais, cette idée de créer une fausse nature, parce qu'on devait créer un jardin d'hiver, et c'est dans la période de la crise du verglas à Montréal, en 98, où est-ce qu'on travaille sur cette idée-là, où est-ce que tous les arbres étaient amochés, les pylônes tombaient, le service des parcs bûchait des arbres au centre-ville. Alors, dans la suite, effectivement, par exemple, dans du business, c'était qu'on pouvait peut-être récupérer de ces troncs-là et de les amener à l'intérieur d'un bâtiment, entre un plafond et un sol. Mais on ne peut pas le faire pour des questions de santé publique, parce que le bois pas traité peut amener des insectes et tout ça. Alors, c'est là que ça a déclenché en me disant, OK, on va les convertir en béton et on va les peindre d'une couleur complètement artificielle. Et Montréal, qui est son logo sur le tourisme international avec les lèvres, qui se dit une ville où est-ce qu'il y a une joie de vivre, le côté latin, toute cette histoire et l'industrie cosmétique à Montréal qui représente. Alors la charte de couleur devenait un rose
d'un bâton de rouge à lèvres. Mhm. Et, étant donné qu'on avait peu d'argent pour faire de l'espace public, je me suis dit on pourrait approcher une maison de Mac, Oui. par exemple, qui pourrait devenir un genre de Oui, puis qui faisait beaucoup parler d'elle et qui aurait pu être un commanditaire ou un partenaire dans l'idée. devenir le Mac Forest. Oui. Et effectivement, c'est un élément que le palais a acheté dans cette idée de brand. Mhm. Alors pour moi, cette idée de nature-là a un pouvoir immense. Mais lorsqu'on y met de la culture, il y a toute cette notion de branding-là qui peut apparaître. Et c'est devenu effectivement Lipstick Forest. Ce qui est intéressant, c'est que quand Claude nous raconte cette démarche, c'est un de ses talents, c'est de convaincre les gens et d'arriver à raconter une histoire qui permet, soit des fonds publics ou des institutions, d'accepter des projets qui sont un défi. Exactement. Et à la période où est-ce que je présentais ce projet-là, le ministre de la Culture avait nommé que le bâtiment était trop masculin. Oui, voilà. Alors, dans cette idée de répondre aux politiques, et je me souviens lorsque j'avais présenté devant 25 ingénieurs qui font la construction du bâtiment, pas un mot, ils étaient horrifiés, pas capables de dire. Alors, ce qui fait que j'ai appris dans cette démarche-là que des fois, dans des processus, lorsqu'on travaille sur le domaine public, trop d'informations n'est pas bon. Et il faut bâtir un genre de début de consensus pour arriver à notre fin. Mais j'ai travaillé avec des architectes qui appuyaient la démarche et on y est arrivé. Et le jour de l'ouverture, bien, effectivement, on se ramasse sur la front page du Journal de Montréal. Si on fait marche On peut arrière, revenir, oui. Parce où est-ce que le projet est qualifié d'horrible? Oui, c'est le début de certains combats. D'ailleurs, je pense que tu es habitué dans ta carrière à avoir certaines réactions négatives. On va voir d'autres Et au cours de la surtout conférence. que l'élément est signé Frédéric Metz, Oui. qui est quand même notre gourou montréalais. Ben oui, autorité dans le domaine. Oui, qui est décédé il y a 2 ans. Et le matin que le journal est sorti, Frédéric m'appelle et dit « Claude, tu vas adorer ça. J'ai été mal Cité. cité et ça s'est ramassé tout croche. Et c'est toi qui es la victime de ça avec les arbres roses parce que c'est l'élément qui est le plus controversé visuellement. Mm. Et l'année par la suite, les arbres se retrouvent sur la page couverture Oui. d'Ulysse pour l'élément de voyage qui parle de Montréal. Oui. Donc, retour du destin et réaction tout à fait opposées. Oui. Et ce ne sera pas la seule fois dans cette carrière. Non. Et pour moi, l'idée de controverse est un élément positif parce que ça amène à cette idée d'éveil et de mettre au défi la perception des gens. Je travaille avec Daniel Libeskind de New York Oui. sur 2 projets à Toronto et lui, c'est ce qu'il a fait avec le musée, le Royal Ontario Museum, où est-ce que tout le monde déteste son bâtiment, mais tout le monde est au courant de ce bâtiment-là. C'est vrai. Et pour moi, pour moi, c'est très positif parce que les gens apprennent à avoir un point de vue sur leur ville, sur l'architecture, et on commence à développer une culture et une perception, et c'est là que c'est intéressant. Oui. Alors, parce que si on fait de l'architecture intégrée, pour moi, c'est de l'architecture d'ennui, c'est de l'architecture qui est tellement intégrée qu'on ne la voit pas, et c'est endormi. Oui, puis quand on parle d'une ville, en général, c'est par ces monuments marquants et non pas ceux qui sont trop intégrés, justement. C'est un début d'apprentissage. Le projet qui a suivi aussi a été un projet audacieux dans les jardins de Métis, cette merveilleuse région où il y a ce jardin très ancien, en fait, et cette tradition d'inviter les architectes paysagistes à faire des projets. Exactement. Et Claude n'est pas tombé dans la facilité, loin de là, même si c'est très beau, mais il va nous justement c'est parce l'expliquer. qu'on est dans un jardin à 6 heures de Montréal, et moi, jamais je prendrais l'auto pour conduire 6 heures pour aller voir des fleurs dans un petit jardin qui se veut créatif. Alors, je me suis dit, travaillons avec le pouvoir du média. Alors, plutôt que de planter des fleurs, on va planter des bâtons pixelisés, puis les bâtons bleus est en référence à la fleur bleue de métis, qui est unique au Québec, et qui pousse, et qui fait que dans c'est un jardin qui est instantané du jour 1. Il y a une dimension chromatique puissante, et on travaille de la même manière, d'une manière victorienne, mais qu'on travaille cette idée de jardin, mais artificiel, mais authentique. Puis il y a aussi dans ton concept l'idée que si les gens venaient en juin visiter, ou ils venaient à la fin de l'été, il fallait qu'il y ait des éléments à voir. Si on fait 6 heures de route, on ne va pas arriver puis il n'y a aucune fleur dans le jardin au printemps. Tu as entièrement raison. Parce que ça, c'est de la plate-bande, la métisse, qui est magnifique, mais Oui. ça a pris 5 ans pour arriver là.
et on me donne 3 mois d'existence. Alors, je ne peux pas compétitionner avec ça. Je suis incapable. Alors, c'est cette plate-bande-là qu'on a travaillé de manière abstraite et qui fait que tu rentres dans le jardin avec 3500 bâtons, mais sur une de ses faces, il y a une couleur qui apparaît, qui est l'orange. Et ce qui fait que d'une manière chromatique, on passe de 100% bleu à 100% orange. Et le jardin, on a été publié plus que 1000 fois avec ça. Il s'est ramassé en Angleterre. Ça a fait la tollée dans les jardins de la Reine. Oui. Mais c'est encore une fois, il y a une dimension de controverse, mais qui touche effectivement sur le sensible du propos de la nature. Oui, et cette compréhension aussi à la fois d'être conscient du visiteur, de la promenade dans un jardin, et aussi du déplacement physique qui permet de voir le changement de couleur. C'est-à-dire que la personne, en rentrant dans le jardin, voyait le bleu et peu à peu découvrait cette déclinaison. Et ça, c'est comme le temps compressé dans le jardin qui fait que dans une saison où est-ce que ton jardin classique, il y a des fleurs qui fleurissent au début du mois d'avril, mai, juin, juillet, et c'est la vie du jardin, c'est ça qui est intéressant. Il y a une notion de temporalité, parce que là, en 3 secondes, il y a comme une compression d'expérience et qui se révèle, qui fonctionne très bien. Si on parle techniquement des bâtons peints à la main, j'imagine, par un, par une petite équipe qui s'est donnée corps et âme pour le faire, j'ai l'impression. Oui, c'est sûrement le cas, parce qu'on est dans les premiers projets. Oui. Donc, pas des équipes de 200 qui peignent ces bâtons. Non, il y a eu des éléments de crise, et rien n'est simple. Mais encore une fois, on est dans un début. Oui, quand même un succès fabuleux parce que, comme tu dis, j'ai tendance à aller du vous au-dessus, qui fait le tour du monde aussi, qui fait parler. Et le projet suivant est un projet, moi je trouve, et je tenais absolument, parce que Claude a énormément de projets. Je voulais vraiment que ce projet soit présenté ce matin parce qu'il va représenter, moi c'est tout l'esprit de ce côté faux et artificiel. Là, on va le voir, mais comment sublimer un lieu et un endroit qui, au départ, est très beau, mais qui va beaucoup plus loin grâce aux idées de Claude. Bien, on est en Californie. On va revenir peut-être à la... Oui. Et c'était dans cette idée de festival de jardin, mais qui sont pour moi des laboratoires importants d'idées. Et on m'offrait un genre de lot. Et sur ce lot-là, il y avait un arbre, un Monterey Pine, qui était malade et qui voulait couper pour nous donner tout l'espace. Et j'ai demandé effectivement, non, on va conserver l'arbre malade sur le site et on va voir avec quoi qu'on va arriver. Alors, le projet, c'était... La prochaine image. Le projet, c'était de le faire disparaître. Principalement de le couper. Mais plutôt que de le faire avec l'élément traditionnel de la scie mécanique, on a dit non, mais plutôt un outil, aujourd'hui, avec lequel tout le monde travaille, c'est on va l'effacer comme en Photoshop, dans le ciel, où est-ce que l'arbre pourrait exister, mais on va le faire complètement disparaître. Alors, on a designé une boule de Noël bleue, avec le même ton que le ciel californien, et on en a fait 100 000, et on est venu l'accrocher avec des cherry pickers qu'on a montés. Ah oui, et on s'aperçoit qu'effectivement, dans tout, on a saturé entièrement l'arbre, pour qu'il n'y ait aucun élément de vert ou de brun ou de branche qui apparaisse et que l'arbre devient bleu comme son arrière-ciel, qui est le ciel. C'est fabuleux. C'est fabuleux parce que à la fois c'est la référence au ciel, mais c'est surtout se dire c'est un arbre. Il a décidé qu'il n'allait pas le couper, l'arbre était mort. Puis ça devient une œuvre, premièrement, ça devient une sculpture selon moi, mais en plus, c'est toute l'idée de l'artificiel dans l'environnement est là dans cette photo. Oui. On regarde ça, mais on dit c'est totalement faux, mais totalement vrai en fait, parce que c'est la forme de l'arbre aussi. Et ce que j'ai appris en faisant ce projet-là, c'est effectivement qu'il y a une dimension qui est associée de travail de la lumière en paysage, c'est quand même assez extraordinaire. Et le petit gars du propriétaire, il y a 4 ans, puis la journée de l'ouverture, on était là, le petit gars était en dessous de l'arbre, regarde vers le ciel, puis il dit à son père, « Papa, le ciel n'est pas bleu. » Parce que le petit gars avait compris la référence d'effacer le ciel avec le même bleu. Mais ce qui amène que le matin, la lumière est d'une telle manière, le ciel a une autre couleur. Ça évolue durant le temps de la journée et ça évolue aussi durant le temps des saisons. La lumière au printemps n'est pas la même que l'été, elle n'est pas quand même l'hiver ou l'automne. Et c'est quand même des éléments sensibles sur lesquels
on observe, mais qu'on Qu'on reconnaît, mais qu'on oublie. Oui, qu'on oublie d'analyser ou de comprendre. Et le travail sur le paysage, ce sont ces éléments phénoménaux aussi, qui n'est pas juste de planter des arbres, puis de planter des fleurs. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est là que le petit gars de 4 ans, fait le contraire. Mais l'idée aussi de jamais avoir peur d'aller vers l'opposé de ce que la nature représente dans la tête des gens aussi. C'est ce que j'aime bien. Oui. On va regarder aussi après, justement, un projet de cette idée de la nature, cette fois-ci, qui s'intègre dans la ville, parce que c'est l'idée de ramener les gens vers la nature et de toujours avoir une réflexion. Un projet que vous connaissez sûrement, qui est tout près du TNM, juste à côté, le Parc Hydro-Québec. Et c'est avec la Maison de développement durable qui font la promotion de la nature en ville. Je ne suis quand même peut-être pas le porte-parole pour cet élément-là. Non. En même temps, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Et c'était l'idée de créer juste une forêt à côté pour les valeurs de la maison, du développement durable. Mais pour être capable de faire ça, on a besoin du sol. Alors pour le faire, dans un principe général, c'était l'idée qu'on allait créer comme un immense trou d'arbres, comme on a partout dans la ville, sur nos trottoirs, mais qui ne sont pas capables de pousser, Oui. parce qu'ils sont plantés dans le gravier, Ah oui. mais qu'on allait surdimensionner et qu'on allait remplir de sol en dessous, puis qu'on allait planter des arbres à travers. Parce qu'un arbre planté dans du gravier ou sur du béton, celui-ci va mourir parce que c'est comme un humain. Son système racinaire ne peut pas prendre la compaction. Et si on le compacte, il va mourir de manière instantanée. Alors, ce qui est très difficile, c'est d'être capable de créer des lieux naturels, sensibles, dans des milieux qui sont totalement insensibles. Et on se ramène au coin de Saint-Laurent et Sainte-Catherine, c'est tout sauf ça. Alors, le principe, c'était entre deux bâtiments, de faire un genre de sol métallique qui flotte au-dessus, qui fait qu'on est capable de mettre que de la terre et qui fait que la pluie va passer à travers la grille, pas besoin d'irrigation du système, et ton sol a 50 mètres cubes par arbre et non compacté. Alors, c'est un genre de principe général. Et là, on a créé cette immense grille qui flotte juste au-dessus du sol et qui vient, comme effectivement, et de manière ponctuée, créer une forêt non interrompue. Et 4 ans plus tard, effectivement, les arbres, il y a une présence magnifique. Oui, et ces arbres-là vont devenir aussi gros que ceux en forêt. Et on est au coin de Sainte-Catherine. Et ça, est-ce que cette compréhension, c'est les études en agronomie qui t'ont aidé de connaître, ou c'est le métier d'architecte paysagiste, de connaître la croissance des arbres? Je pense que c'est ma petit à la ferme, oui, de comprendre effectivement que des arbres poussent dans le sol. Et lorsqu'on arrive en ville, et par la suite de mon métier sur l'urbain, et on travaille souvent avec un paquet d'ingénieurs où est-ce qu'on travaille sur cette idée de développement durable, où est-ce qu'on doit remplir des tableaux à l'infini pour démontrer qu'on est développement durable, mais dans le fond qu'on n'est pas du tout, mais qu'on est dans une genre de politique de non-sens. Et lorsqu'on faisait effectivement ce projet, on a eu énormément de difficultés de faire accepter ce principe aussi simple que de mettre que du sol. Les ingénieurs voulaient rajouter du gravier, des systèmes drainants, on a tout éliminé, parce qu'effectivement, c'est le gros bon sens de la nature. Et le travail, il faut toujours amener ce gros bon sens. C'est étonnant ces combats ou ces débats, parce que quand on se promène dans le quartier, ça nous semble une évidence et ça nous semble un projet très facile et très facile à installer, et finalement, ça l'est beaucoup moins. Et je suis heureux que tu nous l'expliques, parce que moi, je vais souvent au TNM, donc je passe par là. Je me dis, mais quel beau projet, mais qui a l'air tellement simple. Nous avons tellement 50% évident. de la valeur du projet passée dans des tuyaux de béton pour détailler un système de drainage excessivement coûteux qu'on a été capable d'éliminer, mais qui était excessivement difficile de faire comprendre ce principe de base-là, que ton sol serait l'élément absorbant et que s'il y a une inondation et que tout Montréal arrache, mais je pense que ça, on n'aura pas de problème ici, mais il va y avoir des problèmes bien plus importants sur des carrés, Ville-Marie. Alors, c'est ces combats-là de non-sens sur le domaine public qui interminent. Et ça, au départ, c'est une commande de la ville de Toronto qui vous dit « On veut une plage » ? Non. Non, c'est ce que je pensais. On avait un terrain de 2 acres, qui est un ancien stationnement, et le concours de design, c'est de créer un parc, de créer un espace public. Alors,
Alors, nous, ce qu'on est arrivé, on avait créé une première plage à Toronto, HTO, qui est 1 kilomètre du côté est, mais qui n'était pas aussi réussi par les contraintes fonctionnaires et plage. Alors là, on dit, on va revenir, mais on va en faire une sans compromis. Et c'est cette plage-là qui est basée sur Paris-Plage à Paris, un élément temporaire le long de la Seine, première année en 2002, où est-ce que de manière démocratique, pour les gens qui ne peuvent pas sortir, qui n'ont pas de chalet, qui n'ont pas d'argent, qui restent dans la ville tout l'été, qui a accès à l'eau. On ferme le boulevard, on met des transatlantiques, on amène des brumisateurs et des parasols, puis on crée cette plage-là. Donc, c'est quand même un nouvel usage dans la ville d'un espace public, mais qui a eu un succès immense. Alors, qui faisait beaucoup rire au départ, mais qui finalement a eu beaucoup de succès, oui. Oui, qui crée une identité d'été, de vivre l'été en ville et de célébrer ça. Donc, mais ça fait 15 ans. Oui. Alors, de cette idée-là, je me suis dit, on va le faire de manière permanente. Alors, et Sugar Beach, le nom du sucre, est arrivé parce que de notre voisin qui débarque, qui décharge ces grands éléments de sucre-là, on a des embruns sucrés et il y a toujours une pellicule de sucre partout. Alors, cette idée on a nommé la plage Sugar Beach. Est-ce que le sable est très blanc aussi? Vous avez tenté de vous rapprocher du sucre? Oui, exactement, c'est de la cassonade. Alors, les parasols rose bonbon. Et aussi avec un genre de référence historique. Oui, parce que ça aussi, c'est un des aspects de ton travail, c'est-à-dire de faire une réflexion et de s'inspirer de l'art aussi, de faire des recherches, ce qui s'est fait au niveau pictural et d'avoir des références qui ne sont pas juste une impression superficielle, loin de là. Puis là, on est sur un tableau de Seurat. Je pense que c'est des séquelles de ma maîtrise en histoire. Et qui fait que ces tableaux-là ont quand même on est à Asnières, à Paris, dans un secteur industriel. Oui, on voit les usines en arrière. Oui. Mais ces baigneurs dans la ville, de manière démocratique, publique, ensemble, qui se baignent dans la Seine. Pas pire quand même. Alors, ce tableau-là pouvait très bien faire l'image qu'on amène à Sugar Beach, dans le caractère industriel, de célébrer l'industrie en ville, de ne pas la nier, mais qu'elle travaille dans la composition d'ensemble. Et là, encore le rose qui revient d'une certaine façon, qui va revenir de façon ponctuelle dans ta vie, je dirais. Et ce qui est aussi, autant, encore une fois, quand on le voit, on se dit, mais c'est très beau, surtout quand le ciel est bleu, mais on se dit, quelle est la réaction des banquiers, des fonctionnaires, des gens de la ville quand ils apprennent que les ombrelles seront roses? Exactement. Bien, le projet, effectivement, a été bloqué de par la couleur des parasols au centre-ville de Toronto. Toronto, c'est quand même pas une ville féminine. Non, c'est une ville, c'est vrai, d'affaires. Une ville d'affaires. On l'appelle la ville reine, mais en même temps, loin de la reine, oui. C'est une ville masculine. Oui. Donc, un côté sérieux. Alors, projet, les parasols roses refusés, parce qu'on a des processus d'acceptation, c'est le Design Review Board, où est-ce qu'il est composé d'architectes de renom américains et canadiens qui revisent tout le travail qui se fait sur le waterfront pour s'assurer de la qualité et de la pertinence. Alors, le rose, refusé. Alors, on était dans la période de Noël. Alors, on a décidé et on était convaincus que le rose pâle était la couleur. Alors, on a fait une simulation du mini parasol, parce qu'un des membres disait que les parasols étaient trop petits pour sa famille. Si vous voulez aller à la plage durant l'été, il y avait une série d'argumentaires qu'on a dit. Alors, on a mis la famille Sainte sous le parasol. S'il était suffisamment, la famille Sainte est capable de fitter sous le parasol, la famille de Siemac devrait aussi. Donc, 500 cartes de Noël, c'est bien ça? Envoyé. Et c'est là la force de Claude, quand je parlais qu'il est très bon dans l'argument et défendre ses projets, d'avoir cette idée d'envoyer les cartes de Noël et là, de convaincre les gens que le projet peut contenir une famille et que ça va être beau. Et la réaction est formidable. Effectivement. Et là, ça nous a permis de réouvrir la discussion. Et on a fait toute cette démonstration-là et on l'a ramené dans un sens le rose Jackie Kennedy. Alors, on passe d'une couleur qui peut être dans une notion de gender négative à une couleur qui est élégante. Oui, c'est vrai.
et de manière beaucoup plus douce, de manière beaucoup plus moins provocante, mais beaucoup plus plutôt que de l'amener de manière directe, on l'amène de manière... Un projet de 14 millions que le maire de l'époque, qui était Rob Ford, je crois, si je ne m'amuse, oui, qui ne devait pas aimer beaucoup ce genre de projet, j'en suis certain, ne sûrement pas aimé non plus. Rob Ford est venu par la suite. On était avec l'ancien maire qui était beaucoup plus proactif, et qui était à l'appui de ça. Et Rob Ford a fait sa campagne électorale à Sugar Beach pour démontrer son qui adhérait au waterfront. Ah bon? Mais une fois rendu en politique, là, il a voulu la démolir. Mais ça, c'est toute une autre dimension. Et ce qui est formidable dans l'histoire, c'est que c'est un des lieux les plus visités maintenant à Toronto. C'est un succès incroyable. C'est rendu un incontournable de la ville. Donc, on part d'un projet qui n'est pas très aimé, qui est controversé, et finalement, les gens tombent en amour. Je parle des... par l'élite intellectuelle. Oui, c'est ce que je veux dire. Exactement. Qui est supposé parce que toi, tu savais que les gens allaient probablement l'apprécier. En tout cas, c'était l'intention. Et je suis maintenant sur le Design Review Board. Juste le retour des choses. Oui, mais c'est parce qu'à un certain moment donné, tout ça, il y a un travail d'éducation, un travail de... Moi, je pense que c'est le mot d'éducation. Et aussi, les choses évoluent. Depuis 10 ans, la présence du design en ville, dans les villes, a beaucoup évolué. Et il y a un travail de valeur, de retour de valeur associé. Alors, tout ce secteur-là est excessivement prisé. Et quand on parle de la douceur du rose et le contraste avec le bleu, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est vraiment un lieu très magique. Et là, on est en train de bâtir devant 1,5 million de pieds carrés, où est-ce qu'on va faire Sugar Beach North. Donc, le projet grandit, fait des bébés, et les développeurs privés l'utilisent pour vendre la valeur accrue sur le projet de développement. Bravo. Quand même. Là, on voit très bien la proximité de la ville aussi. Ça permet de comprendre et c'est formidable de voir ça. Oui, puis ce qui est quand même intéressant, puis mon rêve, quand on a fait ce projet-là dans ma tête, tu sais, quand on va à la plage, il y a quand même une expérience que tout le monde... Tu sais, l'idée, tu sais, de voyeurisme urbain, d'exhibitionnisme urbain, tu sais, c'est tout ce qui se passe et qui fait qu'il y avait comme quelque chose de magique. Puis il y a comme une genre de mise en scène qu'on a créée avec la plage et qui fonctionne très, très, très bien. Oui, on sent en tout cas une belle ambiance si on regarde la photo. Et une fois que c'est fait, ça ne t'appartient plus. Mais les gens... Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a... Oui, le succès est tellement grand que là, les gens se l'approprient. Porter, la ligne aérienne. Oui, avec Tyler Bruley, qui est l'agence qui font toute la publicité de Porter, l'utilise pour brander Toronto, ou sur des affiches de films, pour Gay Pride, et là, ce printemps, il y a eu Sugar Shack, cabane à sucre, le petit gars de Princeville avec sa cabane à sucre, qui est Sugar Shack à Toronto, avec l'industrie du sucre du Québec, qui a eu un succès énorme. C'est vrai. 25 000 visiteurs en une fin de semaine. Formidable. Alors, il amène le produit du sucre à Sugar Beach par le nom.